Sur les réseaux, tout le monde te dit de sauter le pas et de venir investir au Maroc. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'investir dans l'agriculture, c'est une bonne idée, mais à la seule et unique condition que tu aies de l'eau là où tu veux t'implanter. Bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. Les gars, ça va? On va aujourd'hui parler de l'eau. Mais juste avant... Le Maroc, c'est le plus gros exportateur de fruits et de légumes vers l'Europe. En moyenne, ce sont 700 000 tonnes de tomates qui sont exportées chaque année, 100 000 tonnes d'avocats, 700 000 tonnes d'agrumes et plus de 100 000 tonnes de pastèques. Pour mieux visualiser ce que ça représente, un camion comme ça rempli à bord peut transporter jusqu'à 20 tonnes de tomates. Pour acheminer ces 700 000 tonnes de tomates, il faudrait 35 000 camions comme ça. Ça ferait une file de camions de plus de 500 km, soit la distance entre Tanger et Agadir. Et là encore, on ne parle que de ce qui a été exporté. Mais le Maroc produit également pour sa population. Et pour produire ces millions de tonnes de fruits et de légumes chaque année, le Maroc a besoin de quantités colossales d'eau. Le problème, c'est qu'au Maroc, il ne pleut pas. Ou du moins, il ne pleut pas assez. Alors parfois, les exploitants agricoles acheminent l'eau par camion parce que là où ils produisent, l'eau a disparu. En traversant la région du Souss, dans le sud du Maroc, j'ai croisé beaucoup de camions-citernes comme celui-ci. Des camions transportant de l'eau. C'était prévisible. Mais la mentalité est la suivante. Tant que sous mes pieds, il y a de l'eau, je vais la pomper jusqu'à la dernière goutte. Parce que si je le fais pas, c'est mon voisin qui le fera. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te parler de l'eau, mais pas n'importe laquelle. Sans cette eau, le jean que tu portes, le pain que tu manges, la voiture que tu roules n'existerait pas. Tu crois que c'est un peu trop? T'es en train de regarder, tu me dis non, t'as pas osé. Moi je trouve qu'il me va bien. Je vais lancer une nouvelle mode. Non, bien sûr que non, c'est pas mon jean. Mais pour la rétention de l'audience dans la vidéo, il fallait que je mette un jean qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc ouais, ce jean là, apparemment, sans eau, il pourrait pas exister. Bah, il a pas du tout l'air humide. Hein. Je vois pas vraiment où il y a de l'eau dans ce jean. C'est une eau invisible qui ne mouille pas, qu'on ne boit pas, mais qui est partout. L'eau dont on va parler, c'est l'eau virtuelle. Pour produire ce jean, on a besoin de 10 000 litres d'eau. Il a fallu faire pousser le coton, le récolter, le laver et le transformer. Le teindre, le coudre et le transporter jusqu'au magasin. Chacune de ces étapes nécessite une quantité folle en eau. Et toute l'eau utilisée dans le processus de fabrication de ce jean, c'est ça qu'on appelle l'eau virtuelle. C'est de l'eau cachée, de l'eau qu'on ne voit pas. Mais ça s'arrête pas au jean. On va prendre l'exemple d'un steak. La viande rouge, par exemple, pour en produire 1 kilo, on a besoin de 15 000 litres d'eau. Une tranche de pain, c'est des centaines de litres d'eau. Et pareil pour ton smartphone, il a nécessité des milliers de litres pour sa fabrication. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que le problème de l'eau se résumait à fermer le robinet pendant que je me brossais les dents. Ou alors d'éviter de laver la voiture en pleine canicule. Mais la vérité, c'est que 90% de l'eau qu'on utilise, on la voit même pas passer. Elle est cachée dans notre alimentation, dans nos vêtements, dans les objets qu'on utilise au quotidien. Moi, depuis tout jeune, j'ai toujours rêvé d'investir au Maroc, d'avoir une ferme. Dans mon imagination, je voyais ma ferme comme celle que je voyais en Alsace, là où j'ai grandi. Alors une fois adulte, je saute le pas, je me lance, je m'installe et je commence à tout mettre en place pour produire des pastèques, des avocats, des agrumes, des céréales. Mais très vite, la réalité me rattrape. Les terres sont là, mais il ne pleut pas assez et les puits sont à sec. Je suis confronté au manque d'eau. Mais malgré ça, je voyais autour de moi des exploitants agricoles produire des cultures ultra hydrovores. Et tout ça pour l'export. Je me disais, mais comment on peut manquer d'eau, voir que c'est la sécheresse, il fait 40 degrés, il n'a pas plu depuis des mois, produire en pompant de manière excessive les nappes phréatiques, et tout ça pour l'envoyer en Europe. Pendant que les nappes phréatiques s'effondraient, pendant que les puits se tarissaient, pendant que des villages entiers manquaient d'eau, des camions remplis de pastèques prenaient la route direction l'Europe. Chaque année, le Maroc exporte l'équivalent de 2 milliards de mètres cubes d'eau virtuelle à travers ses produits agricoles, à travers surtout des fruits qui nécessitent beaucoup de soleil, chose qu'on ne manque pas au Maroc. 2 milliards de mètres cubes d'eau, c'est l'équivalent de 800 000 piscines olympiques. Mais à contrario, le Maroc importe plus de 20 milliards de mètres cubes d'eau virtuelle à travers ses importations de céréales. Des céréales ultra gourmandes en eau qui peinent à pousser au Maroc parce qu'on n'a pas assez de pluie. Tu vois, par exemple, là je suis dans un champ de blé. Un champ de blé aussi dense, aussi vert, avec des épis de blé aussi plein, c'est tellement rare au Maroc. À part chez moi ou El Mess, ou certains coins du Maroc où il y a
beaucoup de pluviométrie, où il y a beaucoup de pluie. Dans le reste du Maroc, c'est pas possible. Pour subvenir aux besoins de sa population, le royaume importe donc 10 fois plus d'eau virtuelle qu'il en exporte. Alors c'est bien, le Maroc est un importateur net d'eau virtuelle. Oui, le Maroc agit intelligemment face à ses importations et ses exportations. Mais est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Parce qu'au fond, le sujet c'est pas tant l'eau, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette eau? Le but de cette vidéo c'est pas de pointer du doigt, c'est de poser de vraies questions. On va arriver très rapidement en 2030. 2030, on va avoir un rush qui va juste être énorme parce que le Maroc va avoir la lumière sur lui. Tout le monde entier aura les yeux braqués sur ce pays et on le sait, le Maroc c'est un pays super accueillant. C'est un pays où on mange bien. C'est un pays où la vie est très facile. Alors, il va y avoir énormément de touristes pendant la Coupe du Monde et même après. Là, on a déjà vu que on est en train de battre des records qu'on n'avait jamais atteints au Maroc. Alors, c'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut se former. C'est maintenant qu'il faut changer les choses. On parle d'eau, de fruits et de légumes. Mais pourquoi le sacrifice de l'Aïd a été annulé cette année? Ça n'a rien à voir. Les animaux, ils mangent pas des pastèques, des oranges ou des avocats. Si le sacrifice de l'Aïd il a été annulé cette année, c'est parce que l'alimentation pour le bétail est rare au Maroc. Elle est pas rare parce que les exploitants agricoles sont fainéants. Elle est rare de par la pluviométrie. S'il pleut pas assez, on peut pas faire pousser des céréales et on peut pas faire de l'herbe fraîche. S'il y a pas l'alimentation, il y a donc moins de bêtes et donc le peu de bétail qu'il y a, il se vend à des prix qui sont juste exorbitants. C'est des prix qui ont été multipliés par 2 voire par 3 en moins de 10 ans. Le Maroc, c'est pas comme l'Europe. Ici, il y a pas de prairies vertes toute l'année. La pluviométrie nous permet pas de produire de l'aliment et de nourrir du bétail limite à moindre coût. En termes de coût, pour un éleveur, ça coûte pratiquement rien. Donc, donner ça au bétail, ça va permettre d'avoir du bétail de qualité, en quantité et surtout à moindre coût. Au Maroc, on est obligé d'importer de l'aliment parce qu'il fait tellement sec qu'en plein champ, il n'y a pratiquement rien qui pousse. Et encore, cette année, il a énormément plu au Maroc. Et je suis allé voir un coup à Marrakech, mais il n'y a rien qui pousse. Tout est ultra sec. Quand le Maroc importe des animaux, c'est le pouvoir d'achat marocain qui est délocalisé et qui traverse la frontière pour aller enrichir d'autres exploitants agricoles européens. Tu es sûrement en train de te dire, ouais, bah Mehdi, merci. Tu poses un constat que tout le monde est au courant. Faut vraiment habiter au fin fond d'une grotte pour ne pas savoir que le Maroc manque d'eau. Tu te dis sûrement aussi, Mehdi, tu critiques toujours ce qui va pas. Il y en a même qui se demandent, Mehdi, est-ce que tu es vraiment marocain? Au lieu d'être toujours alarmiste, propose-nous des solutions au lieu de toujours pointer du doigt ce qui va pas. En général, quand on est conscient qu'une chose ne va pas, quand on la pointe du doigt, il est préférable d'apporter une solution. Moi, aujourd'hui, je vais t'apporter une solution avec un maximum d'humilité. Je dis pas que c'est la solution, je dis que c'est une solution. Le Maroc, il doit continuer d'externaliser sa production de céréales parce que nous, sous notre climat, on peut pas en produire. Donc, si on peut pas en produire, on laisse d'autres pays où c'est facile d'en produire. Comme ça, eux, ils en produisent à moindre coût et nous, on peut les acheter également à très bas coût. Ces graines qui ont été produites, par exemple, en France, on les importe au Maroc et on les transforme en fourrage vert, en fourrage frais. Ça va permettre au Maroc d'avoir de l'alimentation fraîche, de l'herbe fraîche, toute l'année, comme ce qu'on a en Suisse. Sauf qu'en Suisse, c'est en pleine terre. Et nous, au Maroc, on le ferait en intérieur, en culture hors sol. Produire du fourrage vert hydroponique au Maroc à base de graines qui ont été importées de l'Europe, c'est à mon sens la meilleure des solutions. Parce que pour produire 1 kilo de graines d'orge, ça nécessite 1000 litres d'eau. 1000 litres d'eau de pluie, on les a pas au Maroc. Donc, on a tout intérêt à laisser l'Europe produire ses graines. Et pour produire un maximum de valeur, on va transformer ces graines en fourrage hydroponique qu'on donnera ensuite à notre bétail. Ça va nous permettre d'accroître notre cheptel, de ne plus importer de viande, que ce soit du Brésil, d'Espagne ou même de France ou de Nouvelle-Zélande. Le fait de produire sur place, ça va augmenter notre production de viande, notre production de lait, ça va diminuer les importations de viande et du coup, si on consomme marocain, ça va augmenter le PIB. Et surtout, à terme, ça va nous permettre de diminuer le chômage qui est énorme au Maroc. Donc, importer des graines et produire du fourrage vert hydroponique au Maroc, c'est le Maroc qui en sera le vrai gagnant, le grand gagnant. Parce que avoir de l'herbe fraîche en plein désert, c'est pas possible. Par contre, si tu mets une unité de production et que tu produis
du fourrage en intérieur, tu vas pouvoir avoir du bétail. La production de fourrage vert hydroponique, c'est une solution, mais c'est pas la seule. Tu peux, si tu as des terres, choisir de planter des arbres qui vont résister à la sécheresse. Comme par exemple les oliviers, les caroubiers ou encore les cactus. Les cactus, ils vont former des sortes d'oreilles. Ces oreilles-là, elles peuvent être données au bétail. Et en plus de ça, on va récolter des fruits qui sont aujourd'hui hors de prix. Ça se vend entre 8 dirhams et 10 dirhams. La pièce, la petite zaboule, la figue de Barbarie. Alors, faut savoir que il y a, entre 5 et 10 ans, ça se vendait 50 centimes de dirham. Donc, on est passé de 50 centimes à 10 dirhams, fois 20. En fait, une fois que le cactus sera implanté, il aura plus besoin de toi. Il va croître sans aucun apport en eau. Après, forcément, c'est comme les oliviers. Il va pas mourir par manque d'eau, par contre, il te donnera une production très faible. Le pois chiche également, c'est une culture qui va résister à de fortes chaleurs, à de fortes sécheresses. En gros, une fois que c'est implanté, il y aura plus besoin d'eau. Même au contraire, s'il y a de la flotte, ça peut saccager ta récolte. Il faut également ne pas négliger le paillage, ultra important. Toute l'eau que tu vas apporter, si t'as pas du paillage au pied de ton plant, ça va s'évaporer à vitesse grand V. Ça s'infiltre tellement vite et de par la chaleur, ça s'évapore aussi tellement vite que la plante, elle aurait pas le temps de capter l'eau que tu viens d'apporter. Mais pour avoir un système des plus complets, en plus du paillage, on peut rajouter le goutte à goutte. Le goutte à goutte va nous permettre de contrôler l'eau qu'on apporte à chacun des plants. Avec le paillage, on contrôle l'évaporation. Et en plus de ça, on garde le pied au frais. Ça va te permettre de pouvoir produire de l'aliment, que ce soit pour les humains ou alors pour les animaux, de la manière la plus constante, sans que tu sois réellement impacté par les fortes chaleurs. Il y a aussi une chose que j'ai appris très récemment, et en plus, on est en plein dans la période. En ce moment, on est en train de couper la laine des moutons. La laine des moutons, elle peut être transformée en granulés, et ensuite, elle peut être incorporée dans la terre ou juste en paillage. Mettre des granulés de laine au pied de tes arbres, ça va booster leur croissance et leur production. Le granulé de laine, il va se dégrader au fur et à mesure et donner de l'aliment à ton plant. En plus de ça, il va retenir jusqu'à 20 fois son poids en eau. En gros, tu vas avoir comme une éponge qui va donner de l'eau quand la plante en a besoin. Ultra important aussi, des choses auxquelles on pense pas. Pour éviter de devoir surarroser, il est important de mettre des haies ou alors des brise-vents parce que c'est le vent qui assèche. Donc, si tes arbres, ils sont pas protégés du vent, ils vont s'assécher et du coup, ils vont demander plus de flotte. Et s'ils ont pas de flotte, si tu peux pas leur en apporter, ils vont souffrir ou alors mourir. Ça, c'est quelques-unes des solutions qu'on peut mettre en place dans un climat sec et aride où l'eau est rare. Mais la liste n'est pas exhaustive. Il y a encore peut-être des dizaines, des centaines, voire des milliers d'autres méthodes qui vont te permettre d'économiser ton eau. Et surtout, d'avoir une bonne production. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une ferme qui est rentable, mais en parallèle, de pas saccager la nature. Respecte la nature, respecte la terre, et elle te le rendra. L'eau est à la base de tout. Sans elle, il n'y aurait pas de vie. Si on veut pas que ce magnifique pays devienne invivable pour les générations futures, va falloir qu'on traite l'eau comme ce qu'elle est réellement, la ressource la plus précieuse qu'on ait sur Terre. Si tu veux en apprendre plus sur la production de fourrage vert hydroponique, tu as juste à cliquer sur le lien en commentaire épinglé ou alors dans la description. Vraiment, qu'est-ce que je ferais pas pour faire des vidéos hein. En fait, tu sais, quand je fais des vidéos, moi, mon but, c'est trop de faire kiffer. C'est-à-dire que quand tu vois la vidéo, tu te dis « Waouh, mais 15 minutes, c'est passé tellement vite !» Tu me vois? Tu me vois plus? Attends, je sais plus ce que je voulais dire. One eternity later. C'est bon. Tu peux cut. T'avais pas lancé? C'était Mehdi du Maroc et je te dis à la prochaine. Salam alaikum. Et merci d'être passé.